Ouf. Je pense que là... Watch out! Here we go again. Yep, work, bo, heartache. Dim. Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Dev Geek, Ou PDG. ou PDG exactement. Moi c'est Maxime. Moi c'est Adrien et bienvenue chez nous et on va vous parler de papa, de dev. Et de geek. Voilà, tout comme son nom l'indique, quoi, tout simplement. Yep, work, bo, heartache. Le but c'est de se partager un peu nos connaissances, nos idées, nos points de vue et qu'on passe un bon moment ensemble. Voilà, on a surtout envie de discuter beaucoup entre Maxime et moi et sur des sujets qui nous rapprochent plutôt, autant la parentalité, autant ou ses débuts, hein, Oui. autant la partie dev parce que nous sommes tous les deux développeurs Exactement. et autant Geek, geek. et passionné de Ouais. jeux vidéo, informatique au sens plus large. Au sens plus large, tout ce qui a trait à la technologie ou même parfois des jeux vidéo, séries et autre chose. Ouais, voilà. Installez-vous confortablement et puis prenez un petit verre et écoutez-nous. Heartache. Voilà. Donc, justement, en parlant de papa, on a chacun un level différent. Parce que John, Adrien, C'est une histoire particulière. c'est la même personne. John, donc on va pouvoir m'appeler John régulièrement dans mon entourage, autant Adrien très rarement. Donc John c'est moi, Adrien, c'est moi. quand il fait des bêtises. En Ouais. fait. Sa femme l'appelle Adrien à ce moment-là. Voilà, c'est mon statut officiel. Mais mon statut populaire étant John. Voilà. Donc, John, lui, est à un niveau un peu plus avancé au niveau papa. Oui, effectivement, moi j'ai un enfant de 4 ans, bientôt 5 en juillet, et un autre de 2 ans, qui est né le jour après mes 30 ans. Voilà. Exactement. Un très bel anniversaire. Ouais. On s'en souviendra, ça sera Voilà. l'histoire d'une autre histoire. C'est exactement. Et donc, moi, niveau papa, je suis au niveau à peu près -1, je dirais. Parce que c'est en cours de fabrication, c'est à l'usine. Ouais. Et, Une grosse usine, et ouais. productive. Et, donc là, d'ici quelques mois, je serai niveau 0. Mhm. Là où on apprend très vite. Et, On plus apprend dur, toujours. voilà. On apprend Enfin, toujours. oui, hein. oui, c'est Je crois qu'on apprend jusqu'aux Mais, 18 ans, et encore, je suis pas sûr. ouais, Là, ouais. ma mère, je pense qu'elle en apprend encore. Ouais, moi aussi, je pense. Et la petite subtilité, c'est que c'est 2 filles. 2 filles, Voilà, donc 2 beaucoup petites plus d'amour. jumelles. Exactement, 2 fois plus d'amour, D'un seul coup à déverser. de love, de pipi, de pleurs. Et après aussi, beaucoup plus de place nécessaire et pas mal de choses qui a l'air de te faire une belle aventure en ce moment, quoi. Exactement. Hashtag travaux. Voilà. Et du coup, dans notre titre, on parle aussi de geek. Et je voudrais, pour ce premier épisode déjà, qu'on redéfinisse ce que c'est un geek. Ah, Parce que c'est toujours un sujet à débat. Ouais. Il y a des pour, il y a des arguments dans tous les sens. Et... Donc voilà, moi je voulais partager un peu ma vision à moi Ouais. d'un geek. Dis-moi Maxime, qu'est-ce qu'un geek pour toi? Alors,
pour moi, un geek, c'est quelqu'un qui est passionné par son domaine, ça peut être n'importe quoi. C'est pas forcément les jeux vidéo ou l'informatique ou quoi que ce soit. Ça peut être un geek du bricolage, un geek de collections, un peu comme des collectionneurs. Les collectionneurs, t'as des collectionneurs de BD, de bouchons de champagne, de bière, de bouteilles, de timbres, tout ça. Et donc le geek, c'est un peu la même image où c'est juste quelqu'un qui est passionné par un domaine précis et qui, en général, est expert dans ce domaine-là. Ouais. Donc du coup, j'ai fait un peu mes petites recherches. Geek, en fait, ça vient du néerlandais. J'ai pas la prononciation, mais en gros, c'est geek avec un seul E. Geek. Ouais, en néerlandais. Et en fait, qui veut dire je suis fou. Ouais. Et donc, ça a été traduit un peu comme un fou passionné. Je suis fou d'informatique. Donc voilà. Donc moi, suite à mes recherches, je me suis dit, ok, j'ai plutôt une bonne définition d'un geek pour moi. Mais sauf qu'il y a la définition que la société a. Oui. Geek, nerds. Voilà. C'est le mec qui passe sa vie sur les jeux vidéo, etc. Et comme c'est pas mon cas, je me sens geek, mais j'ose pas le dire. Enfin, pas que j'ose pas, mais je crie pas sur tous les toits, je suis un geek. Parce que moi, je suis plus dans l'informatique, domotique, et nouvelles techno, etc. Aujourd'hui, le geek, il a une cote de popularité un peu plus élevée, j'ai l'impression aussi. Donc, ça s'améliore. Si on voit tous les films qui sortent en ce moment et qui partent sur l'attrait geek, jeux vidéo, alors, dans le sens généraliste du terme jeux vidéo, bande dessinée ou autre média pop culture, c'est vrai que moi, j'ai aussi ma définition, je pense qu'elle se rapprochera sans doute de la tienne, qui est un synonyme de féru. C'est vrai. Voilà. Mais aujourd'hui, ouais, on a moins à se cacher d'avoir une passion, c'est même un trait, la passion est vraiment un trait d'ouverture de discussion, généralement dans les bars. T'arrives, je suis passionné de catamaran. Et là, moi, la première question qui me viendrait à l'esprit, c'est dis-moi en plus. Qu'est-ce qu'un catamaran selon toi? Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu peux avoir des discussions très intéressantes avec ce genre de personnes. Ouais. Ok. Et du coup, donc toi, tu te considères un geek, mais dans quelle partie? Est-ce que... du coup, je te pose la question. Est-ce qu'on peut être geek que dans un seul domaine ou dans plusieurs? Eh ben non, justement. Mais ce sont plein de passions différentes qui sont très intéressantes en fonction de la passion. Et je sais pas, est-ce que moi je suis un geek, par exemple, ces derniers temps, je suis à fond dans un jeu vidéo bien précis. Elite Dangerous, j'en parlerai un autre jour. Hein. Est-ce que pour autant je suis un geek de l'espace? Est-ce que pour autant je suis un geek de tout ce qui peut être dans ce jeu vidéo? Est-ce que... oui, dans un sens oui, parce que je peux y passer des heures et des heures et je peux me coucher très tard pour savoir comment trouver quel minerai et comment faire mon meilleur vaisseau. Donc à partir du moment où on passe dans l'excès, on peut se considérer comme un péjorativement geek, je crois. Ouais. Donc c'est ce que j'aime bien dans cette définition, c'est que une fois qu'on est coincé dans un truc, on a du mal à en sortir par une dépendance, par une envie d'en parler, par une envie de partager, et c'est ça pour moi l'intérêt du geek, c'est d'y aller vraiment à fond. Et du coup, est-ce que c'était geek par période? Ouais. Est-ce que c'est vraiment un geek? Ou est-ce que c'est juste, t'aimes bien ça et... Alors... Parce que je pense qu'il y a des gens qui se définissent comme geeks, genre c'est vraiment... c'est leur vie, quoi. Je prends un exemple que j'ai eu récemment. Ma sœur est dans le BTP et mon beau-frère aussi. Et eux, je sais pas, ils ont vraiment une envie de connaître les dernières technologies en termes de bricolage, partir sur des diamants X ou Y pour leur carreleuse,
parce qu'il y en a qui sont plus écologiques, ou il y en a qui... Alors je vais raconter n'importe quoi, j'y connais pas grand-chose, et c'est sans doute ce qui se passe quand je parle de ce que je fais à ma mère. Mais, mais grosso modo, ouais, quand on me parle bâtiment, moi je suis complètement à l'ouest, mais par contre je vois cette étincelle dans les yeux des personnes qui me parlent. Cette passion-là pour le bâtiment, elle est née depuis, pour ma soeur et mon beau-frère, elle est née depuis bien longtemps. Par contre, ça arrive aussi pour moi d'avoir des petites passions pour les puzzles, pour savoir beaucoup plus éphémères. Et il y a certaines passions, je pense, qui peuvent s'épuiser, qui sont d'une manière moins durable, et d'autres passions qui sont beaucoup plus pérennes. Mais ce qui nous définit, nous, c'est notre partie à nous accrocher à quelque chose et à le faire jusqu'au bout. Sinon, c'est qu'on n'est pas un vrai geek. Ok. Pour moi, un geek, c'est quelqu'un qui s'y met vraiment. On peut pas dire je suis geek des chats et ne pas connaître, je sais pas, comment ça s'appelle, tous les combien il faut changer la litière. Ouais, tous les combien il faut changer la litière, quelle est la meilleure litière, quelles sont toutes les marques de litière qui existent. On peut pas. Voilà. Oui, je vois. Voilà. Et toi, comment tu te définis comme geek? Alors, je viens d'y penser, mais j'y avais pas pensé. C'est quand t'as dit catamaran. Mais si je reprends toute ma vie, je pense que je serais geek de gym. Ouais. Parce que depuis que je suis tout petit, je suis inscrit en club de gym et j'ai fait des compétitions, etc. Et aujourd'hui, avec les études, forcément, j'ai arrêté les compétitions. Mais je pouvais pas me passer déjà des entraînements. Du coup, c'est parce qu'à une époque, j'y allais tous les jours. Et du coup, forcément, j'ai réduit à 1 ou 2 fois par semaine. Ouais. Et mais l'ambiance qu'il y a lors des compétitions, je l'ai retrouvé en passant des formations de juge. Donc au final, je pratique toujours parce que, là en ce moment avec le Covid, je pratique pas, mais je pratique toujours parce que ça me fait plaisir, parce que je passe des bons moments et j'aime ça. Et en même temps, j'ai toujours ce petit stress entre guillemets de compétition en étant juge, en étant de l'autre côté de la barrière, et je trouve ça super. Précisons quand même que Maxime, pour son mariage, il a quand même réussi à ramener un tapis de gym, histoire de se la péter un petit peu. Et effectivement, il y a de quoi faire, quoi. En costume, faire un... J'ai des connaissances qui ont des matériels et qui ont pu faire une petite démonstration. Ça fait partie de la geek attitude aussi, c'est d'avoir son réseau, de savoir où chercher l'information. Exactement. Si jamais on me demande où chercher l'information, je vais repartir sur Elite Dangerous, je sais très bien quoi répondre. Il y a le wiki qui est là, je sais comment s'organiser, il y a aussi la commu qui est là, je sais où aller, et donc ça aussi, ça fait partie de la geek attitude. C'est vrai. Donc il y a pas mal de niveaux, c'est de l'expérience après, il y a pas mal de niveaux de strats, de geek qu'il faut connaître. Quels sont les... Si on part sur la partie bande dessinée, quels sont les meilleurs magasins, les meilleurs libraires qui sont capables de conseiller, où est-ce que tu peux avoir les meilleures conférences, meilleures vidéos, qui sont les meilleurs joueurs. C'est vrai. Il y a pas mal de choses qui tournent autour du geek, qui définissent le niveau de geek attitude. Donc ouais, effectivement, quand je te vois Maxime, toi, c'est vrai que la gym, je crois que depuis que je te connais, j'en entends parler, et faire des bornes et des bornes pour aller faire juste sans participer. Ouais. Je pense que faut avoir, comme ils disent les Néerlandais, être un peu geek, un peu foufou, pour se dire, je vais me taper un week-end avec des enfants pour aller les juger là-bas. C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est pas payé en plus, je précise. Peut-être les déplacements, ils sont remboursés. Mais après, c'est plus des périodes geek comme tu dis, où j'ai des périodes où je vais être à fond sur la domotique et je vais installer des Raspberry Pi dans tous les sens et gérer le peu de ma maison que je peux pour l'instant gérer, parce que c'est quand même un peu cher. Et voilà, puis après je vais faire du dev, je vais essayer de créer un site, et c'est par période, et après ça va être les jeux vidéo. C'est vrai ça aussi, sur une deuxième partie de la Geek Attitude, on a parlé du réseau.
je pense qu'il y a aussi une autre partie, c'est quelle énergie et moyens on est capable de dépenser pour cette passion. Oui, c'est vrai. Il y a un truc excellent, c'est que se dire que là, en ce moment, j'ai aussi ma période domotique, c'est de se dire combien j'ai dépensé comme sous et combien d'heures j'ai passé à essayer de faire marcher deux petits trucs ensemble, quoi. Ouais. Et là, est-ce que tu as un exemple? J'ai pas d'exemple, mais genre pour un volet, ça me coûte 50 €. Ouais. Donc il me reste un volet électrique qui est pas domotisé. Ouais. Et je pense que mon geek il s'arrête à... Je verrai plus tard, parce qu'il faut dépenser 50 €. C'est ça. Il y a aussi la barrière du raisonnable qui se situe généralement du côté de la moitié. Mais est-ce que... Oui. La moitié qui nous accompagne, hein. Bonjour les filles. Et qui vient nous dire ouais, mais alors si on reste raisonnable, si on reste hors geek, je pense que dépenser 50 € plus 50 € plus 150 € plus l'installation plus les heures où tu dors pas et plus la fatigue que tu te tapes le lendemain. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est pas aussi ça la frontière du geek, quoi? C'est le moment où on n'arrive plus à Si tu sentir, te dis non, je verrai plus tard parce que j'ai d'autres dépenses, machin. Je pense que déjà là, tu descends d'un niveau de geek attitude. Après, est-ce que c'est bon d'être un full geek ou pas? C'est une autre question. Ouais, c'est sûr. Parce que de base, effectivement, le geek, c'est un terme péjoratif. Ouais. De base, c'était quelqu'un qui passait son temps devant les écrans et qui Ça, c'est la définition de la société. Ouais, de la société. Mm. La péjorativement, généralement, Mm. effectivement. Et cette partie-là, c'est vrai qu'à trop être dans un truc, ça peut être compliqué de... Oui, d'en sortir. c'est sûr. Mais par exemple, des gens qui sont geeks d'automobile, Ouais. de tuning, par exemple, Mhm. je pense qu'ils sont prêts à claquer 200 balles pour mettre un aileron Ah oui. super stylé. Oui. Alors que moi, même si c'était l'aileron le plus stylé du monde, ça me ferait chier de mettre 200 balles. Et là, tu vois, pour un volet, je me dis 50 € pour faire un volet qui va s'ouvrir tout seul juste par mon téléphone, mais alors que je fais très bien avec le bouton. C'est un peu surdéveloppé. Voilà. C'est un peu difficile. Ouais, c'est un peu compliqué. C'est pareil, là. J'avais initié aussi ce projet domotique, comme je le disais, et ouais, je peux peut-être avoir dépassé les 150 € facilement sur le premier jet. Ouais, le fameux. Parlant de ce premier jet. On verra plus tard. Mais voilà. Ok, ouais. Donc voilà, le geek. Et du coup, est-ce que toi, quelqu'un dans la rue te demande est-ce que t'es un geek? Tu répondrais fièrement oui ou non? Bah, je pense que je répondais clairement oui, parce que déjà, je m'assume entièrement. Oui, je suis un geek. Ça dépend quel domaine. Je peux même t'en parler de ce domaine-là le plus précis. Alors, ça dépendra des saisons. Malheureusement, hein, ça dépendra des saisons, ou heureusement. Parce que j'aime bien changer l'été ou hobbies. l'hiver, c'est ça? Non, plutôt les collections, les saisons de sport. Ah. Si on est en saison, par exemple, là, Rocket League vient d'ouvrir sa nouvelle saison. Ouais. Non, ça dépend vraiment des périodes. Je me sens à l'aise en ce moment avec mon casque VR dans l'espace à parcourir des heures et des heures de soleil et d'étoiles pour toutes les analyser parce que ça se rapproche vraiment de ce qui se fait de mieux en termes d'exploration spatiale. Ouais. Je pourrais en parler des heures, mais ça ennuierait sans doute la moitié d'entre vous. Et là, oui, je me dirais, oui, je suis fièrement un geek parce que j'aime ce que je fais. J'aime ce que je fais, je passe du temps sans voir le temps passer. J'ai un peu dépensé des sous dans ce truc. Déjà le casque matériel VR. Le casque VR, ça ajoute un certain prix. Et j'en ai déjà formaté mon PC parce qu'à un moment donné, mon casque VR ne marchait plus. Hein. Donc effectivement, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de faire marcher mon vaisseau spatial, quoi. Je l'ai bichonné. Surtout que là, c'est du temps additionnel où tu joues pas. Oui, c'est ça. Je veux avoir une expérience parfaite. C'est ça. Donc,
J'ai hâte de tester aussi chez toi un de ces jours. Ah, je Parce te que montrerai, j'ai c'est... joué un peu avec lui à Elite. Et... Ouais. Moi, Clavier j'étais en souris, mode c'est pas pareil clavier qu'avec ouais. Toi, t'as la manette tout de la gaz. terraille. Ouais, j'ai la manette de gaz et le joystick. Mm. Donc ça change un petit peu la donne avec le casque VR. Mais ça, je vous en donnerai plus de détails sur une partie gros geek que je pourrais être sur cette chose-là. Là, il faudra prévoir à peu près 5 heures de podcast, Ouais. soit 10 heures d'enregistrement. Mais toi, t'en es où au niveau de la geek attitude Tu te définirais entièrement comme un geek? Bah, en fait, ce que j'ai du mal, c'est le regard de la société sur ce truc-là. Ouais. Mais s'il y a un Dire, truc que tu aimes... si je devais dire à tout le monde, je suis geek, bah, je le ferais pas. Ouais. Même si moi, je me considère comme un geek, Mhm. pas pour les jeux vidéo, mais Ouais. pour d'autres choses. Mais je dirais pas dans la rue. Mais Ou un c'est- entretien d'embauche. Ouais. On est entre nous, là. Oui, non, mais Non, entre je nous. rigole. Mais c'est sur quel domaine principalement? Bah, l'informatique au sens Ouais. large. Ouais. Ouais, c'est vrai que l'informatique au sens large, ça c'est toujours une passion pour nous deux. Ouais. D'où Papa Geek Dev. On va se tromper souvent, hein. Papa Dev Geek. Ouais. Oui, ouais, mais j'avais même pas. On va se tromper souvent. Papa Dev Geek parce que sinon ça fait pas PDG, ça Ouais. fait PGD et c'est pas très. Ça ressemble à TGV. Ouais, et Et, c'est pas trop ce qu'on fait, on n'y est pas encore. On aime bien la SNCF, Ouais. mais. Je suis dans un futur comme la crypto-monnaie, je suis décrit comme plutôt honnête. T'as mal à la tête, je suis ta kryptonite, ta pétasse sous gin tonic. Brillant comme Harry, je vais taire Drago, dans ce milieu y'a trop de drago. Pour planter il me faudrait du verre dragon, laissez-moi faire le magot hein. Ouais ferme ta gueule, à part intérêt on va faire ton deuil. Porte pas l'œil, je vais les enterrer dans ma terre d'accueil. J'apparais partout, je suis un crop circle. Est-ce que les monstres recueillent? Pour cacher leur corps faudrait trop de cercueils, donc je les laisse encore circuler. Je veux le palais comme résidentiel, propre comme président. Bah écoute, en parlant geek, et bah, je vais parler de jeux vidéo. Moi, j'ai envie de parler de jeux vidéo aussi. Je vais pas parler d'Elite Dangerous. Je vais pas parler de jeux vidéo précis. Je vais essayer de combler un petit peu tous les axes de Papa Dev Geek, notamment en parlant des jeux sandbox. Alors, justement, essayer de définir un petit peu ce que c'est que le sandbox. J'ai été un peu chercher sur internet. Bon, je vais commencer par donner ma définition du sandbox. Sandbox, comme son nom l'indique, c'est un jeu bac à sable. Les jeux bac à sable, ce sont des jeux où on est assez libre de faire ce que l'on veut, où on peut créer, bâtir, construire et créer à peu près toute forme possible. Si on prenait la vraie vie, les Lego sont un jeu sandbox IRL. Et moi j'aime beaucoup cet aspect sandbox, même le bac à sable en lui-même est un excellent jeu sandbox, et, effectivement, parce que tout peut s'y passer. Moi j'ai un grand attrait pour les sandbox depuis pas mal de temps, notamment lorsque j'ai découvert, j'ai essayé de classifier un petit peu tous les types de sandbox que j'aime bien. Et je suis allé jusqu'au très bas niveau de sandbox, jusqu'au dernier haut niveau où on est plus sur du survival game où on craft des choses pour échapper à des dinosaures. Par exemple. Si tu nous regardes. Et, Tu verras Valheim, rien parce que c'est un podcast. tu vois rien, effectivement, parce que c'est un podcast. Mais du coup, sur la base de mon premier, ce que j'ai appelé sandbox, je me suis tourné vers ce jeu Unreal Tournament. Pourquoi ? Parce qu'il proposait à une époque, vers Unreal Tournament 99, je crois, 99, on va dire ça en anglais, si on prononce en anglais, où il y avait un éditeur de map. C'est très fun, les éditeurs de map, parce qu'on peut faire exactement ce que l'on veut.
on n'est pas obligé de faire des maths forcément pour se battre. On peut aussi, et à l'époque de 99, je m'amusais beaucoup à ça, s'amuser à faire des maps pour faire les plus belles cascades et les plus beaux trucs pour sauter le plus haut possible ou pour tomber le plus bas possible ou pour avoir un maximum d'explosions en fonction des différentes collisions ou pour avoir un escalier qui monte le plus haut. Bref, on construit à peu près ce qu'on veut. Le map editor de Unreal, c'était le même à peu près que Quake. Je pense que si ça se trouve c'était le même, j'ai des souvenirs un peu vagues. Mais en gros, ce sont des maps où à la fin on pouvait lancer la map et s'affronter soit tout seul, soit avec des bots. Et on pouvait largement augmenter le nombre de bots jusqu'à ce que le PC crame ou chauffe. Bref, il y avait pas mal de choses intéressantes. Pareil, je me suis renseigné un petit peu sur ce genre de... Enfin, j'avais avancé aussi un petit peu par la suite avec Rayman Level Designer. Je sais pas où c'était pareil, c'était un éditeur de map de Rayman 1, tout premier de 98 ou 80. Enfin, le premier qui est en 2D, quoi. Et c'était fun aussi parce que le but c'était de faire les plus belles glissades, vraiment s'amuser à faire des choses avec des personnages virtuels pour qu'ils soient maltraités ou qu'ils rebondissent de partout, qu'ils se transforment en boule de flipper. C'était un truc que je kiffais pas mal. Et après j'avais connu l'époque de Garry's Mod aussi, ce bon Garry's Mod qui avait donné naissance à Team Fortress et d'autres jeux de ce genre-là. J'ai plus mes notes sur tout ce que ça a créé, mais en gros c'était Valve, le studio Valve qui avait créé un... Je vais sans doute raconter des bêtises, parce que je n'ai pas tout l'historique de Garry's Mod, mais en gros, dans Garry's Mod, on avait la possibilité de créer pas mal de situations diverses et variées, avec des personnages presque réels. Presque bien modélisés, comme on l'a eu dans Half-Life, comme on l'a eu dans Team Fortress. Et l'intérêt de ce truc, c'est qu'on a eu naissance à des petits films. Et là, on commence à tomber sur un truc qui, moi, me passionne beaucoup dans les sandbox. C'est le moment où on commence à créer des histoires. Et alors là, je me suis éclaté, que ça soit avec un serveur privé ou à créer mes propres histoires, Garry's Mod où j'ai pas vraiment réussi à aborder les choses, et à les couper avec d'autres jeux type SimCity ou GTA, où j'essaie de continuer à faire des montages, des cutscenes pour faire des histoires. C'était très moche. J'ai aucune copie de ce genre de truc vu que j'avais pas d'outils de PC assez puissant pour faire de la capture. Mais en tout cas, s'ajoute à ce genre d'éditeur, de mode de jeu, d'autres jeux type plus de gestion cette fois-ci, ou que ça soit dans les Sims ou dans SimCity aussi, où on pouvait faire venir Godzilla, typiquement, dans les Sims où on pouvait... s'amuser à retirer l'échelle de la piscine, oui, ça c'est très marrant. Il y avait plein d'autres choses à faire, comme essayer de les faire courir le plus longtemps possible jusqu'à temps qu'ils soient épuisés et qu'ils s'endorment. Vraiment, modeler la vie comme on voulait. Black and White, on a fait les frais aussi. Hein, tu connais Black and White ? Je connais Black and White, oui, parce que j'ai adoré pouvoir jouer avec la peluche, torturer. Est-ce que je suis un peu sadique ? Est-ce que c'est pour ça que j'aime bien cet aspect sandbox, parce qu'on est un peu un dieu qui peut maîtriser un petit peu sa population ? Oui, peut-être. Mais c'est très agréable. Et enfin, j'en suis arrivé... Alors là, je vous ai décrit plusieurs types de modes de sandbox, hein, qui, moi, est assez large. Dans ma définition, c'est vraiment là où on peut faire ce qu'on veut. Je ne classerai pas Zelda... j'ai plus son nom, Breath of the Wild dans cette partie-là, parce que ça reste un open world, mais on n'y fait pas vraiment ce qu'on veut. On ne construit pas des nouvelles choses. On construit juste de l'équipement. Par contre, derrière, je vais sauter directement là où je me suis vraiment amusé, et cette fois-ci avec une partie un peu plus enfantine, notamment grâce à mon neveu, mon plus grand des neveux de ma famille, qui a 10 ans maintenant, si je me trompe pas. Je me suis amusé sur Terraria.
Alors, Terraria, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu en 2D qui ressemble étrangement à Minecraft, c'est-à-dire assez pixelisé, et dans le but étant de récupérer des ressources pour construire des maisons, pour construire des armures, pour construire tout ce qu'il faut pour survivre à quelques zombies qui viennent nous déranger la nuit. J'utilise des euphémismes, effectivement, parce qu'au départ, effectivement, un zombie peut griffer, et nous tuer, hein, mais au fur et à mesure, finalement, les zombies, ce n'est que peu de choses. On arrive à s'en protéger assez facilement. Ce qui était intéressant avec ça, c'est que Terraria est un jeu qui apporte des multiples possibilités. Notamment, quand je suis arrivé avec mon neveu de 10 ans là-dessus, il y avait de la pêche. C'est une petite fonctionnalité ridicule dans le jeu qui consiste à aller chercher des vers de terre et construire une canne à pêche. Et une fois qu'on a la canne à pêche, aller directement dans l'eau pour aller pêcher un poisson généralement doré ou rouge. Mais le fait d'aller chercher soi-même son ver de terre et d'aller construire soi-même sa canne à pêche, eh ben, ça apportait un degré d'aventure pour mon jeu. Et ça, c'était génial. Du coup, on avait essayé de chercher les meilleurs spots à vers de terre. On avait vraiment fait comme on aurait pu le faire dans la vraie vie. Mais là, on était à 300 km de séparation. Donc du coup, on a pu le faire dans le jeu, construire des coffres où on récupère nos différents poissons, nos différentes ressources, et avancer comme ça. Et ce sont juste, pas nécessairement parce que dans Terraria, il y a des boss à affronter qui sont de plus en plus forts, et le but du jeu étant finir d'écraser le dernier boss. Ça, c'était pas notre intérêt, c'était vraiment l'aventure. Dans ce genre de jeu, tu démarres le jeu, on te met une couche sur les fesses, je parle de Ark précisément, et on te lâche dans la nature. Ark, un autre jeu de survie aussi qui est très intéressant, qu'on a joué avec Maxime. Et dans ce jeu-là, ce qui était très intéressant, c'est qu'effectivement, Maxime avait déjà quelques levels dessus. Moi, je suis arrivé dans ce jeu, j'arrive au milieu de rien, je vois sa maison en face, qui est jolie, qui semble tout assez simple. Ouais, ouais. Mais moi, j'arrivais, j'ai une couche. Et hop, il y a quoi en face de moi un pteranodon. Et moi, la seule chose que j'ai envie de faire, c'est grimper sur son dos. J'ai pas envie d'aller chercher le plus gros des dinosaures. Non, je veux capturer tous les dinosaures. Et donc... Parce que, ouais, je disais que l'histoire du jeu, l'histoire avec les boss et la fin, au final, elle est pas si intéressante parce que tu crées tes propres histoires au sein du jeu, et je pense que c'est le but des jeux sandbox, c'est de pouvoir créer ta propre histoire et ton expérience de jeu, quoi. Et donc dans Ark, si tu veux t'amuser à tamer tous les dodos pour faire une armée de dodos et essayer de combattre un T-Rex et perdre, c'est possible. Exactement ce que j'ai fait. C'est l'histoire de John. C'est lui qui a créé sa propre histoire. Exactement. Et je pense que c'est le seul à avoir fait ça. Les dodos, pour information, dans Ark, les dodos ressemblent à une petite poule qui a l'agressivité d'une poule, hein, pas plus que... peut-être même moins qu'une poule. C'est docile, mais sauf qu'on peut leur donner, avec un bon dressage, l'ordre d'être agressif envers toute intrusion. Ouais. Donc c'était mon système d'alarme. Quand c'est un T-Rex qui vient dans notre maison, l'alarme se déclenche. Le résultat est dans la chaîne alimentaire, je pense. En un coup, le T-Rex tuait 5-6 dodos de son arme. Ce qui est très intéressant, c'est quand on voit toutes les notifications dodo perdu, didou perdu, et voilà. Ouais. Petite larme, je pense à vous, chers petits poules. Peut-être qu'un jour, ça reviendra. Peut-être qu'un jour, ça reviendra. Mais là aussi, ce qui est intéressant avec Ark, on l'avait testé dans cette version alpha, mais il y avait quand même quelques endroits où il y avait des surprises, et ça, je trouve ça aussi bien dans les jeux sandbox, ce sont des petites surprises qui sont amenées par les développeurs, dans le sens où il va y avoir des objets qui tombent du ciel, où il va y avoir une ère glaciale ou des choses comme ça qui vont arriver, où il va y avoir un Giganotosaurus qui va débarquer
et débloquer certaines choses. Et ça, j'aimais bien aussi dans Terraria, principalement, c'était la première. Alors là, je vais spoiler un tout petit peu, mais ça arrivera au bout de 2 heures de jeu. La première lune sanglante, où d'un seul coup, tous les animaux deviennent agressifs, et puis c'est une nuit spéciale où la nuit devient rouge. La lune devient rouge et tous les animaux deviennent agressifs et on gagne beaucoup plus d'argent et on ne sait pas ce qui se passe parce qu'on n'était pas préparé à ça. Ça fait partie du jeu, ça fait partie d'une aventure et c'est ce qui se passe dans un bac à sable aussi. D'un seul coup, un nouveau camarade de jeu arrive et ce nouveau camarade de jeu nous apporte son lot d'aventures. Je suis le grand pirate avec mon sabre laser, je vais tout casser avec moi. Vite, tout le monde sur le pont, il faut se battre. Et c'est exactement ce que je m'en rappelle de mon enfance, et c'est exactement ce que je vois avec mes neveux et mes enfants. Et c'est exactement ce que j'aime vivre, moi en tout cas, dans les bacs à sable. Voilà, c'est... Ok. c'est Après, je pense qu'il y a bac à sable et bac à sable parce que, par exemple, dans Ark, ton bac à sable, enfin, en fait, je pense que le vrai bac à sable, c'est quand t'as accès à tout et tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais. Dans Ark, c'est légèrement différent parce que au début, t'as pas accès à grand chose. Tu dois construire ta maison d'abord en thatch, je sais plus la traduction française de thatch. Bois Non, brindille, en brindille. Chaume. Ouais, chaume, brindille. Mmh. Puis en bois, puis en pierre, puis en métal, puis en verre. En fonction de ce que tu as. Ouais, voilà. Et donc, tu peux pas commencer directement en métal. C'est vrai. Donc il y a une petite notion où, au final, ce qu'on cherchait plus dans Ark, au lieu d'aller sur les boss, c'était à débloquer des nouveaux crafts. Il y a ça aussi. Et avancer plus dans ce sens-là pour essayer d'améliorer un peu notre base ou nos équipements. Il y a cette notion dans pas mal de jeux, même dans Minecraft, où je reviens sur Terraria aussi, c'est que tous les plus beaux métaux pour faire les plus belles maisons demandent quelques heures de jeu. Et l'intérêt de se dire, un jour je vais pouvoir faire ma maison aussi jolie que ça, avec de la pierre ou même avec du métal, j'ai envie de faire une maison dorée, j'ai envie de faire un palais d'or. Bah ouais, va falloir bosser. Mais est-ce que tu veux vraiment la faire ? Parce que sache que tu peux la faire. Et ça reste intéressant de se dire... c'est sûr. C'est un projet, en fait. Finalement, tu en viens à faire un projet de se dire... je vais construire la ville de Westeros ou la ville de Poudlard dans Minecraft. Et ce sont des projets qui sont faits à plusieurs. Mais ça reste un énorme bac à sable. Quand je me lance dans un château avec les enfants... je calcule quand même un petit peu la hauteur de la marée parce que je sais que c'est éphémère et c'est peut-être la différence qui lie avec le vrai bac à sable qui est la plage, hein. C'est de se dire tout ce qu'on construit dans un bac à sable pour moi reste éphémère et on ne doit pas être déçu si c'est détruit ou si c'est moche ou les deux. Après, ça me fait penser, du coup, où t'as des jeux qui sont pas axés bac à sable, mais qui ont un mode bac à sable. Et je pensais à Trackmania, je sais pas si tu connais. Ouais, je vois. Où il y a un mode où tu construis ton propre circuit. Oui, effectivement, ça c'est la première chose. Et là, c'est vraiment le vrai bac à sable où tu peux mettre tout ce que tu veux et ça devient des circuits. Où peut voler cette voiture. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, c'est vraiment en mode, tu peux mettre tous les trucs que tu veux, mais il faut faire un circuit cool et machin. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tu pouvais l'enregistrer, le partager. C'est ça. Qu'il y ait des mecs ultra calés qui fassent des meilleurs temps sur ton circuit, et je trouve ça vachement intéressant aussi. Mais ça aussi, c'est vrai. Et ça date, ce système-là. Il y a eu Mario Maker qui avait fait des trucs comme ça, ce qui paraît sont pas trop mal sortis, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux qui sont plutôt intéressants créativement parlant. Il y a Media Molecule, un studio spécialisé dans les Little Big Planet qui ont fait des choses très jolies aussi, dont le dernier jeu sorti en date Dreams, qui ont sorti pas mal d'ateliers, de possibilités pour la création. Ça reste encore un peu méconnu, mais j'adore quand des personnes qui n'ont pas les talents de développeurs qui ont juste des capacités graphiques assez impressionnantes
de s'exprimer sur de la matière facile à appréhender, que ça soit des pixels avec Minecraft ou Terraria, que ça soit sur Dreams avec... Alors Dreams est un jeu de plateforme où on peut éditer son propre niveau et on a énormément de capacités avec la PlayStation de jouer avec les détecteurs de mouvement, les angles de caméra ou même pas mal de programmation un petit peu avancée mais avec une approche assez intuitive, au plus intuitif possible pour créer des niveaux. Il y a des nouveaux développeurs de jeux vidéo en herbe qui en sortent de là et qui font des choses intéressantes. Donc jeter un œil aux créations, il y a même un projet Avatar, le dernier maître de l'air, qui en sort. Voilà. Et ça, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir partager et laisser s'exprimer un maximum de choses, parce que moi, si je pouvais faire qu'une seule chose, c'est faire sortir toute la magie qu'il y a dans ma tête et la réaliser comme je veux. J'adorerais pouvoir me dire, j'ai juste à penser un truc pour qu'elle se matérialise devant moi. Bon, ça finirait certainement en chose chaotique, mais ça serait très beau à voir, je pense. Voilà, ça c'est mon avis sur les sandbox. Okay. Mon univers d'expression où j'adore m'exprimer avec mes enfants, enfin mes proches enfants ou mes neveux. Voilà. Je sais pas si. Et en plus, ça aide à la créativité. Ah oui. L'imaginaire est au plus expressif possible quand on les laisse dans un champ libre comme ça. Dernier jeu en date que j'ai testé avec mon petit, Wobbly Life, si jamais vous connaissez Human Fall Flat. Vous prenez la gestion physique de Human Fall Flat, vous les mettez dans un GTA Peggy 3 et vous avez un truc super rigolo. Voilà. Et on s'est bien amusé avec ça. C'est en alpha ou bêta, je sais plus, sur Steam, et c'est très rigolo. Cool. J'imagine que tu as entendu parler, vu le geek que tu es, qu'en ce moment il y a une pénurie de PS5. Oui. Ouais. C'est une grosse blague pour moi cette PS5. Ils ont essayé de se refaire la PS2. Mais a priori ça marche toujours. Ouais. Et donc il y a pas mal d'articles en ce moment. Oui, il n'y a pas de PS5, machin, c'est la merde et tout ça. Ouais. Et un peu pareil pour les cartes graphiques. Ouais. Et du coup, en fait, j'ai creusé un peu, j'ai fait ma petite enquête. Ouais. Et en fait, il s'avère que, c'est pas caché, hein, ça se voyait aussi dans les news, mais le problème initial, c'est vraiment que l'usine qui fabrique les semi-conducteurs était en pénurie. En fait, donc ça vient surtout de cette usine. Enfin, ou les usines, enfin l'entreprise qui fabrique ces semi-conducteurs qui a du mal, et que du coup, comme les PS5 s'en servent, comme les cartes graphiques s'en servent, il y a des pénuries qui se répercutent. La pénurie, il y a d'une partie à cause du confinement, donc les usines à l'arrêt, etc. Et le confinement, il a aussi joué un autre aspect, c'est que comme les gens sont chez eux, ils ont dit, je vais acheter une PS5. Oui. Je vais acheter même, je pense, les PS4. Là, ils ont du stock, mais en tout cas, le PS5, je vais acheter une console, je vais upgrade mon PC avec une nouvelle carte graphique, etc. Moi, je l'ai fait, mon perso. Donc, la demande augmente, ouais. Mais l'usine, elle est toujours à l'arrêt. À l'arrêt, ouais. Donc, forcément, c'est ça que ça fait un peu
un peu parlé. Ouais. Et du coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les cartes graphiques et les PS5, mais en gros tout ce qui touche un peu à l'high-tech, les télés, les casques, toutes les consoles hein, même, qui sont électroniques. Ouais, exactement. Mais pas que. Il y a aussi, du coup, dans tout ce qui est électronique, Apple et Samsung, les plus gros gérants de constructeurs de smartphones, ils ont senti le truc et ils sont même arrivés à décaler les dates de sortie de leurs nouveaux téléphones en sachant cette pénurie. Donc déjà tu te dis ok. Et un autre domaine qui est un peu moins prévisible, mais c'est dans l'automobile. Les voitures sont de plus en plus pas connectées, mais qui embarquent de plus en plus d'électronique, des écrans tactiles, etc. et des ordinateurs de bord de plus en plus sophistiqués. Et du coup, pénurie aussi pour ça. Et les constructeurs, ils se retrouvent avec des parkings de voitures vides, entre guillemets, parce qu'elles n'ont pas d'ordinateur de bord, parce qu'il y a une pénurie de semi-conducteurs. Donc au final, ce petit composant électronique qui est présent un peu partout dans la vie quotidienne de la plupart des gens, le plus grand nombre de gens. Et donc, comme quoi, on est vachement dépendant de ce petit truc. Alors ça, c'est un truc dont j'entends parler aussi régulièrement en ce moment, cette pénurie de composants électroniques globale, notamment due à la matière première sur laquelle elle est faite. Alors ça, je me demande, alors j'ai pas du tout de source là-dessus, mais est-ce que ça vient aussi de la production de cette matière première dans laquelle sont faites les composants? Le silicium, je ne sais pas si c'est vraiment ça le composant principal de tous ces matériaux électroniques, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les constructeurs en ce moment sont en train d'alerter tous les revendeurs. Et moi, je me posais la question, pourquoi il n'y a pas d'alternative à ça? Est-ce que si jamais il y a une demande qui est faite, qu'est-ce qui est nécessaire pour que ça marche? Est-ce que c'est le minage? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Moi, les seules infos que j'ai, c'est que après, c'est pas les matières premières, c'est vraiment les usines qui fabriquent les semi-conducteurs, qui, avec le corona, ils ont été en arrêt pendant quelques mois. Et ensuite, là, en début d'année, il y a eu un séisme là-bas. Ah oui, ça. Donc l'usine, forcément, elle a été encore arrêtée. Puis il y a peut-être eu des dommages, j'ai pas été en profondeur, mais voilà. Donc ça, c'était en janvier, je crois. Puis après, il y a eu un bateau qui a coincé le canal. N'empêche que ça joue un peu aussi, quoi. Mais là, récemment, en mars, il y a eu un incendie dans l'usine aussi. Et donc, c'est pour ça que ça... Voilà. Donc je pense qu'ils doivent avoir une sacrée pression. Ils ont voulu... augmenter la cadence et c'est peut-être ça qui a provoqué l'incendie. J'avoue, là je m'avance un peu, mais après c'est une théorie. Faut voir aussi que si on prend la Chine au global, elle est responsable, elle est responsable, il n'y a pas d'autre mot, d'au moins 50% des parts du marché de la high-tech, quoi. Oui, c'est vrai. C'est grosso modo elle qui construit là toutes les nouvelles marques de smartphones, que ça soit Vivo, que ça soit les marques émergentes type Huawei qui maintenant arrivent à faire peur aux États-Unis et aux firmes telles que Google, ou tout ce qui est Xiaomi ce sont que des marques asiatiques. Alors je vais plutôt dire asiatiques parce que ça se trouve il y en a une ou deux où je me plante. Peut-être au Japon. Mais en tout cas toute l'exportation se fait là-bas, donc si un séisme vient frapper là-bas, c'est sûr que il y a une certaine dépendance par rapport à ça. Et donc comme ce pays spécialisé, cette région est spécialisée dans la construction de matériel électronique et qu'on ne déporte pas ça ailleurs aujourd'hui, ces capacités-là, c'est normal. C'est normal. C'est un peu comme le même problème des bananes. Je suis pas sûr. Ce matin, j'étais en train de penser, imagine, il n'y a plus de bananes.
Mais le confinement serait horrible. Hein. Je pense que tous les parents sont plutôt d'accord avec moi, mais mais c'est vrai que les bananes c'est le mal. Mais Ça dépend comment tu t'en sers. Oui, ça dépend. Ouais, ça peut faire du bien. On a dit on évitait de frôler le Peggy 18 quand même. Ouais, merci. Il n'y avait pas de sous-entendu du tout. Non. Mais on parlait de sourire. Ouais. Ouais, avoir la banane. Avoir la banane. Et les composants électroniques viennent aussi d'une exportation hors Europe et États-Unis, mais pour autant, nous sommes des gros consommateurs de ce genre de choses-là. Donc quand il y a un bateau qui vient bloquer la circulation entre nous et l'Europe, ou quand nous et la Chine, ou quand il y a des séismes, ou quand il y a une fermeture des usines, ça m'étonne pas qu'avec leur force de frappe, ça m'étonne pas qu'avec leur force de frappe là-bas, on soit impacté d'un point de vue, au moins, alors avec les mots savants que je connais, hein, au moins spéculativement, quoi. Que ce soit d'un point de vue commercial ou le reste. Donc ouais, c'est... Il me semble que Joe Biden parlait de créer des usines aux États-Unis. Et ça reste une bonne idée. Déjà au point de vue... Au point de vue environnemental, déjà. Hein, éviter de faire transporter, même si ce sont des tout petits micro-condensateurs ou tout petits smartphones, que c'est léger et que ça pèse pas lourd. Si on peut éviter de faire circuler ça en bateau ou parfois en avion pour les gens pressés, ça peut être pas mal. D'ailleurs, le prix de ces semi-conducteurs a été multiplié par 10, je crois, depuis ces événements. Ouais, c'est pas mal. Voilà, donc, comme quoi, tout a un impact. Ouais. Voilà, donc... Bah ouais, on est de plus en plus connectés. Avec le confinement, on veut l'être encore plus, connecté et branché high-tech, etc. Mais derrière, les usines ne suivent pas, quoi. Ouais, enfin, j'aimerais bien... je parlerai un jour de Green IT, parce que c'est un domaine aussi qui me touche beaucoup. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes. Ouais. Je sais pas si t'en as entendu parler. Ouais, j'entends parler, mais j'ai jamais vraiment mis le nez dedans. Et pareil, et ça m'intéresse. Le fait d'être très connecté, et la culture de l'immédiateté, et on est les premiers à le savoir dans l'informatique, dans le développement informatique, et de plus en plus, la demande de ce genre d'action et d'application est de plus en plus accrue. Et s'ensuit derrière des besoins de performance, que ça soit du scaling sur du cloud, mettre vos applications dans les nuages pour voir qu'elles n'existent pas, mais en fait elles existent, et consommatrices au possible envers l'environnement, et les hautes technologies comme l'équipement de tout personnel de smartphone dans les différentes grandes surfaces. Ça aussi c'est consommateur en termes de matériaux électroniques. Je pense qu'on pourrait avoir un énorme débat sur quelle est la bonne hauteur à avoir en termes de technologie et de performance et d'écologie. Ouais. C'est le nouveau trigramme à mon avis d'une entreprise. Il y a un juste milieu à trouver, je pense. Ouais, parce qu'aujourd'hui les entreprises sont sur un trigramme de qualité, performance et rentabilité. Qualité, rapidité et rentabilité. Un truc gamme classique de se dire si jamais tu veux que ça soit plus rapide, alors ça sera moins qualitatif, ou plus cher. Ou plus cher. Voilà, donc si tu tires sur un des trois axes, forcément il y a aussi le coût, le dernier effectivement, rentabilité. Et là aujourd'hui, on a un autre truc qui pourrait se mettre en place sur ce triangle-là, c'est se dire est-ce qu'on veut que ça soit performant, écologique. Non, c'est même pas un trigramme, ça. Performant ou écologique. Si, et après, rentable aussi, bien sûr. Performant, écologique et rentable, ça devrait faire partie de l'équation. Et encore aujourd'hui, c'est encore un truc qui est un peu ignoré. De toute façon, si c'est pas rentable, ça va pas marcher. Il faut que ça soit rentable un minimum, effectivement. Mais la partie performant et écologique, c'est très compliqué à basculer, moi, de mon point de vue de tech lead, auprès des différents clients, parce qu'ils ne voient pas vraiment ce que ça veut dire le cloud.
que Ouais, c'est pas les nuages qui produisent les données. Non, rassurez-vous, c'est bel et bien des serveurs qui sont chez Google, Amazon. Et c'est pas ou, parce qu'il y a moins d'orage Microsoft. que c'est parce qu'on utilise de l'électricité des nuages. C'est ça, non. Ça marche pas Non, comme ça. sinon l'été ça ne marche pas. Voilà. Non, très intéressant. Bah, oui, il faut vraiment se poser la question bah ouais, après au niveau du confinement aujourd'hui, c'est sûr que sans ma PS5 que je n'ai pas. Hein. Sans ma PS5. Sans ma future PS5. Sans ma future PS5, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, pareil. Jouer à It Takes Two, Exactement. qui est sur PS4 et sur PS5 aussi. Et ça, je trouve Et ça très PC bien. aussi. Et les graphismes sont les mêmes, quasiment. Venez en débattre si vous voulez. Voilà. Voilà, j'essaie de faire vite. Regarde. Ok. De toute façon, je mange, donc je vais rien dire. Eh ben, bonne part de gâteau. En parlant de gâteau, alors je vais essayer de faire une transition super efficace. À base de gâteau et de... Non, je vais pas y arriver. Hein. Je vais juste parler en fait De chat d'algo mécanique. Non, pas du tout de chat. Non. Ah oui, D'algo mécanique. t'as pas fait d'espagnol. Algo mécanique. T'as pas fait d'espagnol. Ah, gâteau. Ah, aussi, un gâteau. Un gâteau. Si, Ouais. je vois Ouais. le chat. D'accord. Moi, ça aurait pu. Algo mécanique, chat. Non, ça ne marche Non. pas. Non. Alors, l'algo mécanique, c'est un terme que j'ai inventé il y a tout juste 2 jours. Qui parle de développement et de mécanique. Alors, oui, effectivement, nous sommes des développeurs dans l'informatique qui vont particulièrement, nous, en tout cas, s'axer. Maxime, je pense que toi, tu en avais fait un petit peu de robotique. Non Non. Même pas dans un pays outre-Atlantique. Non. Non. Voilà, alors. On couperait ce passage-là. Non, tout ça pour dire que l'algomécanique, c'est pour moi un dérivé de la robotique quand on ne connaît pas la robotique. C'est prendre en considération en fait que la robotique, c'est pas si simple. Dans ma vie, j'ai eu affaire à la robotique lorsque j'ai eu mon premier salaire. Mon premier salaire d'alternant m'a permis, à mon premier Noël, de m'offrir des Lego NXT. Lego Mindstorm NXT. C'est un truc dont je rêve depuis la version 1.0 qui j'avais 10 ans ou 12 ans. Les Lego, donc comme vous l'avez compris, c'est un univers où on peut faire du bac à sable, où on peut faire énormément de choses que l'on souhaite. Mais en plus de ça, avec les Lego Mindstorm, on a possibilité de lui accrocher une brique pour avoir des Lego type Technics. Alors, les Lego Technics, ce sont des logos un peu plus solides qui permettent de s'assembler pour avoir des bras articulés facilement. Des Lego Technics programmables. Alors là, en me disant, je peux construire ce que je veux et en faire un robot qui fait ce que je veux, ouais, c'était un kiff. C'était un kiff qui a pas duré longtemps parce que j'ai vu les limites, notamment dans ce que je vais décrire de l'algomécanique. Mais un kiff qui était assez kiffant dans le sens où on avait pas mal de capteurs quand je l'avais acheté donc en 2010, les capteurs étaient lors du bouton poussoir, le bouton dit de contact, c'est-à-dire que quand quelque chose venait le heurter, on avait un signal.
de puce infrarouge, laser infrarouge plutôt, qui permet de détecter la distance par rapport à un mur, de plusieurs servomoteurs. Alors ça, c'était un terme que je ne connaissais pas du tout avant. Ce sont des moteurs qui enregistrent et qui peuvent freiner, des moteurs avec des freins qui sont assez intelligents pour freiner et accélérer comme on le souhaite, sur un axe bien précis, et en plus qui enregistre la vitesse à laquelle il tourne et savoir quand est-ce qu'il cale. Est-ce qu'un servomoteur, ça permet pas aussi de faire dans un sens et dans l'autre, rapidement ? Si, il Il me semble que c'est ce qui est utilisé dans les voitures téléguidées pour tourner les roues. T'as un servomoteur qui est lié avec ta télécommande, donc quand tu vas à gauche, le servomoteur il tourne d'un sens, tu vas à droite, il tourne dans l'autre sens. Sur la partie Lego Mindstorm NXT, parce qu'aujourd'hui on est en version Evo, hein, je vous laisse découvrir ce que c'est, je n'ai pas voulu en racheter. Sur la partie NXT, on n'avait pas d'axe de rotation. Enfin, on avait un axe de rotation pour que les roues tournent, mais ça ne tournait pas à gauche ou à droite. Pour tourner, il fallait tourner l'un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Okay. Comme ça, il tourne sur lui-même. C'était un véhicule à deux roues que j'avais fait, notamment. Si tu tournes la première roue vers l'avant et l'autre vers l'arrière, il va tourner à droite ou à gauche. À droite ou à gauche, sans doute. Peut-être. Ça dépend lequel ouais, va. ça dépend du sens du sol. Et inversement, ça tournera à droite si on tourne les deux roues dans un sens contraire. Donc ce servomoteur me permet de savoir notamment si lorsque mon véhicule avançait, il calait ou il tournait dans le vide, tellement les capteurs étaient assez sensibles à ça. Et enfin, une sorte de puce GPS qui permet d'avoir une sorte de boussole et s'orienter dans une puce GPS avec boussole. Et je suis pas sûr qu'il y avait GPS pour du vrai, mais il n'était pas très précis. Ça restait un jouet pour les Peggy 12, hein, parce que voilà, fallait savoir utiliser un petit peu son cerveau de manière avancée. Donc moi j'avais 21 ans environ, je crois, je sais pas, 20, 21, 22 ans. L'inverse du 12, quoi. Voilà, exactement. L'inverse du 12. Et en fait, ce que j'en avais fait, c'était essayer de mapper, faire une map de mon salon. C'est-à-dire que je laisse avancer mon robot et puis je lui dis, vas-y, dessine-moi mon salon en faisant tous les contours, en esquivant tous les obstacles. Si on y réfléchit bien, il y a quelqu'un qui a fait ça, c'est Roomba, avec ses aspirateurs robots. J'allais dire iRobot. Mais... Ouais, iRobot aussi, mais ils ont tous fait ça finalement. Et finalement, j'ai fait un aspirateur robot qui n'aspire pas. Voilà. Même ça, pas une petite lavette ou quoi. Non, je lui ai rien mis. Je lui ai juste dit avance et j'étais foufou. Donc, même ça, alors si vous avez déjà eu un aspirateur robot, vous avez peut-être eu sur certaines des marques un peu plus low cost, le phénomène du je suis coincé sur une marche où il y a un chiffon sous mes roues, je ne sais plus avancer. J'ai eu à peu près les mêmes problèmes, sauf que là je les ai eu avec le rayon de soleil un peu trop grand ou une ombre de chaise ou une barre de chaise juste tout simplement qui était indétectable vis-à-vis des capteurs que je lui avais mis vu que j'en avais qu'un seul pour mesurer la distance. Donc l'Algo Mechanics, c'est quelque chose qui nous fait appréhender, c'est intéressant, hein, ça nous fait appréhender les joies de la programmation dans de la physique. En se rendant compte qu'en fait, c'est pas parce qu'on a décidé d'un programme assez logique que la réalité sera la vraie vie. Ça arrive exactement la même chose dans notre vie de développeur. Bien sûr qu'on a ce ticket de caisse qui a été encaissé avec 3 fois le même article au lieu d'un, ou parce que, je sais pas, la personne a bipé 3 fois sans faire exprès. Ça nous est arrivé la même chose dans la vraie vie, sauf que dans une vie physique avec un robot, il y a une histoire de vérin, de piston et d'accélération plus ou moins grande qui nous permettent de ne pas être précis par rapport à la distance qu'on parcourt. Donc bien évidemment ma carte de mon salon était fausse parce que ça patine, parce qu'il y a des chocs qui sont pas bien pris en compte, mais hey, on n'est pas loin de la vérité. Et c'est ça ce qui est intéressant avec l'algo mécanique, c'est que au-delà là où nous on développe avec précision, c'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire circuler des chiffres d'un point A vers un point B, des données d'un point A à un point B,
Là, on parle de réaction physique. Et c'est beaucoup plus rigolo et beaucoup plus avec des marges d'erreur qu'on n'a pas vraiment l'habitude avec lesquelles on n'a pas vraiment l'habitude de jouer tous les jours, qui permettent de faire des choses intéressantes. Aujourd'hui, sur ce genre d'approche, je travaille dans une boîte dont, comme j'ai pas encore, je travaille dans une boîte qui s'amuse à aller visiter des écoles pour leur proposer d'avoir une première approche avec de l'informatique. Dans ce concept-là, nous venons avec une valise avec 3 ou 4 robots différents, un pour les 3-5 ans, un autre pour les 5-8 ans et un autre pour les 8+. Dans ce que j'avais prototypé moi, il y a le robot Thymio, Thymio, qui est très intéressant. Je vous le conseille, chers amis professeurs des écoles, qui est pour les 5 pour la primaire généralement, qui a des petites commandes sur son dos et qui a les détecteurs dont je vous ai parlé avec un peu plus de précision, c'est-à-dire détecteur de proximité, servomoteur avec 2 roues, et surtout qui a quelques petites couleurs et qui sait à peu près qui sait faire du son, qui sait faire de la couleur, qui réagit au claquement de doigts. Ah oui, parce qu'effectivement j'avais aussi un micro sur mon NXT qui réagit au claquement de doigts, au bruit et donc et à la lumière, et donc ça marche plutôt bien pour apprendre à faire des choses intéressantes. Notamment un des ateliers qu'on faisait, c'était un atelier de parcours. C'est-à-dire avance sur ce circuit sans sortir du circuit et sans trop te tromper. Donc Thymio se code en pas mal de choses, notamment cette plateforme Scratch qui permet aux enfants d'apprendre à développer, d'avoir une approche de développement avec des blocs qu'on vient glisser les uns en dessous des autres. Voilà. C'est un exemple aussi d'algo robotique où j'ai pu observer que surtout quand on est un enfant, vu de l'extérieur, quand c'est pas moi l'enfant, c'est pas si simple que ça d'expliquer lui, ah oui là ça marche pas parce qu'en fait le mur il l'a pas bien vu. Donc pardonne-le pour cette erreur, ton programme est bien fait mais pardonne-le de cette erreur, c'est un robot, il peut pas tout faire. Ouais, aujourd'hui on arrive aussi à la domotique, hein, on en parlera beaucoup sans doute avec Maxime parce que c'est un attrait qui nous importe dans notre maison. L'algo-mécanique ça marche aussi avec l'électricité qui n'est parfois pas si précise que ça. Parce que un circuit électrique ce n'est pas pareil du tout qu'un processeur. Un processeur il réfléchit. Un circuit électrique et des capteurs ne réfléchissent pas, ils donnent un état. Parfois il fait jour, parfois non. Ça dépend aussi l'humidité, ça dépend de plein de choses. Le chauffage il n'est pas forcément précis, la température n'est pas forcément au degré près. Peut-être des fois il y a le rayon de soleil qui vient taper pile poil sur la sonde et en fait ça marche pas parce que c'était juste le rayon de soleil et pas le vrai soleil. Il y a plein de choses qui font que par exemple en programmation on arrive à faire des boucles infinies sur la lumière qui s'allume et s'éteint en pleine nuit. Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Je connais quelqu'un à qui ça arrive aussi. Ouais, ça m'est arrivé, ça réveille les enfants. Donc, c'est pas dans ta chambre, c'est bon. Non, c'est dans le couloir, c'est un peu plus flippant. Non, aujourd'hui, là où je veux en finir, surtout sur ce débat-là, c'est que je trouve qu'on avance très 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 bien. Parce que j'ai déjà vu un spectacle de danseuses japonaises, alors j'ai pas réussi à retrouver le nom, c'était dommage, c'était sublime, qui dansaient avec des robots, des super chorégraphies qui dansaient avec des robots, c'est-à-dire en synergie avec des robots, et notamment cette dernière vidéo de Boston Dynamics, non pas celle des prétendus chinois qui font danser de vrais danseurs sur une piste de danse à Disneyland. Non, cette rumeur est fausse, je vous le dis. Mais ça peut mettre le doute, vu comment la rumeur s'est répandue. Il existe une rumeur, comme quoi 2 personnes qui dansaient sur un plateau étaient 2 robots. Mais en fait, non, parce que la dynamique aussi aujourd'hui des vérins n'est pas aussi souple que des jambes d'humains. Oui, voilà. Et donc, si on regarde la vidéo de Boston Dynamics, je crois que c'est aujourd'hui un des maximums qu'on puisse faire en termes de précision, et on voit très bien que ces robots
qui sont en train de danser, donc dans la musique très funky. Et ben, ce sont des robots qui sont surtout maîtrisés grâce à des vérins et des vérins à pression haute technologie, super précis, qui leur permet de faire des gestes assez précis, mais je suis sûr quand même qu'il y a des marges d'erreur. C'est pour ça que les mouvements ne sont pas aussi souples que ceux d'humains. Et en gros, là où je veux en venir, c'est que la robotique nous promet des choses de plus en plus précises. Et ce qui peut être bien, c'est qu'aujourd'hui, la manière dont je l'utilise, c'est pour faire ma cuisine, principalement. C'est une conclusion. En gros, t'as appris un peu les bases de la robotique, comme C'est quoi... ça. C'est ça, j'aime bien t'as la vraiment eu... Comme quoi t'es confronté à la réalité C'est ça. du monde, et que c'est ultra dur, du coup. C'est la notion la physique qui n'est pas aussi précise que ça. Hein. C'est pour ça que faire décoller une fusée... Salut Thomas Pesquet, pardon. Pasquier Pesquet. Ça, c'est Harry. Harris. Thomas Pesquet, en fait, c'est pas si simple. Il y a plein de virgules qui peuvent être problématiques. Et même sans ces virgules, il y a juste le petit coup de vent en trop ou pas mal de choses qui font qu'il faut compenser à chaque fois avec des nouveaux capteurs, des nouveaux vérins, des nouvelles choses à gauche à droite qui permettent de stabiliser une structure robotique. Et ouais, c'est pas simple. C'est une approche de la robotique qui n'est pas du tout simple. Il y a tellement de choses variables que faut essayer de tout prendre en compte. C'est ça. En physique, la pure physique, quoi. Avec ses vecteurs inertiques, le gros G, E égale MC2. Non. Pas E égale M6 ? Non, c'est là, non, pardon. La vitesse multipliée. Bon, j'en sais rien du tout. Tout ça, j'y suis plus, hein, moi. Moi, je sais faire des additions booléennes. Ça, je sais faire. Des multiplications booléennes, des unions. Tape de la vérité, tape de vérité. Ouais, c'est ça, des intersections. Des XOR. Exactement. Après, le reste, je sais plus faire. Hein. Tout ce qui est physique. Ah oui, c'est vrai, les forces de frottement agissent sur un corps en mouvement. Et il faut prendre en considération le vent, parce que le vent est une force de frottement. Le vent qui est très présent parmi nous aujourd'hui. Oui, exactement. Vous pouvez l'entendre, hein, c'est un invité, un guest spécial. Voilà. Donc, moi, la robotique, c'est pas pour tout de suite. Je suis très impressionné par tout ce qu'on est capable de faire et je me demande toujours à quoi ressemble un cahier des charges d'un robot. Okay. Après, il y a robotique et robotique industrielle, où là, c'est peut-être moins compliqué. Oui, c'est le même mouvement. Tu vas attraper là. Et... Oui. Là, je pense que c'est moins de... en même temps, vu que si tu es sur une chaîne de production, tout est paramétré pour que ça soit toujours la même chose. Ouais. Donc, tu élimines des variables... C'est ça, et c'est là où c'est plus simple, et là où les chaînes de production, ça marche plutôt bien, et j'aurais bien aimé en faire, hein. J'en ai pas fait dans mes expériences précédentes, mais c'est vrai que ça a l'air un peu abordable, dans le sens où on a peu de variables, on est en environnement fermé, les gestes sont souvent les mêmes, la seule variable pourrait être la rouille, et encore là, j'imagine qu'il y a les contrôles humains, dirait-on, pour valider et vérifier ça. Donc voilà. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Do you love me? I can really move. Do you love me? I'm in the groove. Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Hey, oh, work it out, baby. Well, you driving me crazy. Just a little bit slow now.
Mais je vais peut-être faire un petit... J'ai décidé de conserver cette super rubrique, Tips and Kids, une petite rubrique qui va parler d'un truc qu'on peut faire avec les enfants, et qui est intéressant pour les enfants et pour les geeks que nous sommes. Ça sera beaucoup plus geek, peut-être dev si jamais on vient parler Scratch et tout ça, mais beaucoup plus geek, donc jeux vidéo ou films ou autres, à faire avec les enfants si vous êtes vous aussi un papa geek. Peut-être dev aussi. J'avais envie de parler de... Attention, il va y avoir un aspect aventureux pour vos enfants, hein, de Kingdom Hearts, 3e du nom. Ce jeu est classifié PEGI 12. Oui, je sais, le PEGI c'est important, il faut respecter. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Ce jeu est à jouer avant tout seul, avec vous-même, en tant que papa. Parce que quand on arrive sur le bateau pirate et qu'il y a un certain... Je sais plus comment il s'appelle, le héros de Pirates des Caraïbes. Jack Sparrow? Non, l'autre. Ce qui sert à rien. Ouais, lui, exactement Ouais, lui, voilà. ouais, je Et l'ai. ben à un moment donné, il se prend des dégâts un peu simili-mortels, voilà. Et donc on voit la scène d'un peu trop près pour un enfant de PEGI 3. Donc oui, ça c'est le genre de truc qu'il faut éviter. Et puis certes, il y a des démons, il y a des démons vraiment méchants, il y a une histoire de voler les âmes et tout ça. Donc l'histoire ne va pas les intéresser, surtout. On va parler d'Upside Down un petit peu, parce que le monde des ténèbres, c'est vraiment un monde des ténèbres qui fait peur. Donc jouez-y tout seul. Par contre, une fois que vous y avez joué tout seul, que vous avez exploré les différents mondes, notamment le deuxième monde qui est le monde de Toy Story, cela peut être très intéressant parce que ce jeu, hors situation épileptique, est génial parce qu'il suffit typiquement de tapoter sur la touche croix pour faire des cascades magnifiques. Pour rappel, Kingdom Hearts c'est quoi? C'est un jeu où on incarne le jeune Sora, qui est un manieur de la Keyblade, la clé comme l'ont dit certains. Et en fait, il va parcourir des mondes. Avant, c'était Final Fantasy et Disney. Maintenant, depuis que Disney a pris beaucoup plus de galons ces dernières années sur le volet numéro 3, il n'y a plus que Disney. Bon, c'est pas très gênant, hein, parce que Disney, c'est ce qui fait rêver les garçons et les filles. Les enfants, même j'ai 2 garçons, hein. Ce qui fait rêver mes garçons. Notamment, lorsque, aidé de Donald et Dingo, on vient jouer avec Buzz l'éclair et... Allez, le cowboy s'appelle... Toy Story? Ouais. Woody. Woody, merci. Buzz l'éclair et Woody dans un comment ça s'appelle, dans un magasin de jouets dans lequel on peut monter dans des robots géants. Et ça c'est génial parce que toutes les touches sont affichées, ce qu'il faut faire est affiché et clignote. Si jamais il faut appuyer sur triangle, il y a un gros triangle qui clignote. Donc mon fils clique sur triangle et d'un seul coup il rentre dans le robot. Il appuie sur les touches qu'il faut pour tirer des gros lasers. La seule maniabilité complexe, c'est effectivement les 2 joysticks. Donc joystick gauche et joystick droit. Pour viser un pour viser et un autre pour se déplacer. Et enfin, le truc assez épileptique mais génial, ce sont toutes les attractions Disney qui sont à déclencher à des moments clés des combats. Et des moments clés des combats, ça arrive assez régulièrement à l'intérieur du jeu. Allez voir sur internet les différentes attractions lors du Disney Manège Carousel à le Grand Splash, en passant par les tasses d'Alice et le Pays des Merveilles. C'est génial parce qu'elles sont faciles à déclencher et encore une fois, pour faire des actions spectaculaires dans ce jeu, il suffit de marteler la touche croix. Ça suffit amplement en mode normal à exalter votre petit bout de chou.
Donc voilà, je vous conseille, une fois que vous avez fini le 2e niveau, laissez la manette à votre fils, laissez-le jouer, Aux c'est filles. une safe zone, aux filles, à votre enfant. Laissez-le jouer un petit peu avec Donald et Dingo, en plus avec Woody et Buzz. Il y a d'autres niveaux comme le niveau de la ville avec, comment il s'appelle, ce robot docteur, des nouveaux héros, Big Hero 6. Très intéressant aussi, où on a la possibilité de faire pas mal de glissades, mais c'est beaucoup plus intéressant d'aller dans le parc à jeux. Ah oui, et dernière chose aussi, sur ce même jeu, il y a un moment donné où on peut naviguer en bateau pirate. Et cette session en bateau pirate, une fois que les gros méchants sont passés, et qu'on a juste à naviguer d'un bateau à l'autre, on peut se prendre pour un vrai pirate qui sillonne les mers, qui sillonne les mers, sans trop de danger et découvrir des nouvelles îles au trésor caché. Voilà, ça c'était mon petit Tips and Kids, Kingdom Hearts 3, si jamais vous voulez, vous pouvez. C'est un très bon jeu pour adultes, enfin pour adolescents on va dire, et c'est un bon jeu sur certaines séquences seulement, celles que je vous ai décrites là, pour les petits enfants, pour qu'ils puissent jouer avec Donald et Dingo. Et après, il joue à Sea of Thieves. Ouais, alors Sea of Thieves, je sais pas, ça parle pas d'alcool en plein milieu. Tu peux, Ouais, c'est une option. Ça parle... C'est un bac à sable. Ouais, alors c'est un bac à sable, on peut y faire ce qu'on veut, mais il y a beaucoup de traîtrise aussi, non? Oui, bah c'est le but du jeu. Ouais, effectivement. Là, l'esprit du pirate dans Kingdom Hearts, c'est vraiment le pirate qui est là pour chercher des trésors. Ben, comme dans Pirates des Caraïbes, les pirates sont honorables de manière générale. C'est Donc, ça Barbe va. Rouge. C'est Barbe... Ouais, alors je sais pas du tout, j'ai pas suivi. Après le premier, j'ai arrêté de suivre parce que c'était pas ma cam. Mais voilà. Ok, super. Let me face my fears. Oh, let me face my fears. Moi, je voulais parler de un de mes petits projets du moment, qui est de réaliser un bot Telegram. Ah, ça c'est bien. Telegram est une excellente application de messagerie. Voilà. Mieux que certains de chez Monsieur Mark Zuckerberg. Zuc. Ouais, parce qu'au moins, même, ils sont sympas quoi, chez Telegram. Je vous Oui, invite tous ça- à nous rejoindre sur Telegram. Ou Discord peut-être aussi. Ou, Ouais, oui. on verra, on Ou sait Messenger. pas où est-ce qu'on est. Ah bah non, Messenger. non. WhatsApp. Ah, non. Ah, c'est... Ah non, Non. non. Ouais, j'ai un Oculus, ouais, je sais. Donc du coup, mon projet de base, c'est... En fait, j'aime bien essayer de monitorer des choses de ma vie. Ouais. Comme par exemple, bon, là parce que j'avais plusieurs idées de projets, je vais me concentrer que sur un. C'est con, hein, mais de savoir combien de kilomètres je fais par mois avec ma voiture, par Ouais. exemple. Oh, c'est bien. Ah, c'est intéressant C'est parce très que bien. tu fais jamais attention de machin. Donc du coup, j'ai réfléchi à comment je pourrais faire pour essayer d'avoir un truc pas trop contraignant pour moi, genre ne pas devoir se connecter sur un site que j'ai accès que depuis chez moi et que voilà, pour pouvoir rentrer le nombre de kilomètres et que ça s'enregistre automatiquement, etc. Donc j'ai eu une idée de faire un bot Telegram. Ouais. Donc un bot, c'est
une conversation avec un robot, Ouais. un peu comme sur les sites internet où on parle De avec les commerce, chats. des commerces. Voilà. Où ils te disent Vous bonjour voulez de avant l'aide même que Ton site, tu il dis est- quoi que ce soit, ou tu sais même la page n'est même pas finie de charger Voilà, qu'il y a c'est déjà le bot qui s'allume. Et donc voilà, c'est parler à un robot et lui dire, bah voilà, je fais un rappel qui me dit toutes les semaines par exemple, c'est qu'il y a combien de kilomètres, Mhm. et je réponds en allant voir le compteur Ouais. et rentrer la variable. Ça fait beaucoup de saisies manuelles, ça, monsieur. Ah non, parce que c'est comme si je recevais un message d'un ami, Mhm. il dit ah tiens, faut que je rentre la valeur de la Ouais. voiture. Bon, c'est vrai que si je suis pas dans la voiture, c'est chiant, Ouais. mais voilà, c'était possible, c'est une hypothèse. Sinon après, ça peut être, bah voilà, là je vais dans la voiture, tiens, je vais rentrer, Mhm. je tape une commande à mon robot, Ouais. je lui dis je veux ajouter une valeur de kilométrage, Ouais. et il me dit ah ok cool, c'est quoi la valeur? Mhm. Et puis en fonction de la date du jour, ben, il sait que tel jour il y a tant de kilomètres. Ouais. Donc voilà, c'était un peu le but. Donc j'ai mis en place le robot Mhm. sur Telegram, donc ça marche. Donc je l'ai fait en Python. Mhm. Et bah voilà, quand je démarre, je peux lancer une commande, et pour l'instant c'est du type Hello World. Ouais. Euh, Une conversation et puis simple voilà, avec un où robot. ça renvoie le texte que j'ai tapé, ou des trucs comme ça. Et puis après venait la question du stockage des données. Ouais. Et en fait j'avais commencé déjà à faire un Google Sheet Ouais. avec quelques valeurs. Et j'avais des débuts de graphes, parce que c'est un peu le but d'avoir des graphes Ouais. pour dire voilà, sur ce mois-ci, il y a tant, etc. Et du coup, je m'étais dit, bah, le robot Telegram, bah, il va mettre à jour le Google Sheet. Bah ouais. Voilà, easy. Je regarde les Google API, API. Ouais, API. API. Et bah, c'est là que ça s'est corsé. Ouais. J'ai pas moyen de réussir à me connecter sur mon compte via le robot. À chaque fois, il y avait toujours un truc qui allait pas. Il me demandait de me connecter sur une URL pour approuver l'application non reconnue Ouais. à accéder à mon compte. Effectivement, ouais. Et je me suis pris la tête, je pense que j'ai presque tout essayé. Mhm. Mais j'ai pas réussi. Sur Google a changé 2 ou 3 fois ces derniers temps, ou a augmenté ses couches de sécurité. Et c'est vrai que c'est devenu rassurant et pénible à la fois. Rassurant parce que, bah, effectivement, au moins on n'a pas de man in the middle. Nos clés nous appartiennent à nous sur les API, et encore heureux, sur la partie haute, ça marche plutôt bien. Par contre, c'est vrai que pour la partie pour la partie utilisation des API, il faut déclarer pas mal de choses. Ouais. L'ayant vu ça, il faut sans doute généralement déclarer au moins une application et restreindre cette application à un maximum d'émetteurs sources. Ouais. Mais j'ai essayé tout ça. Ouais, j'imagine. Et je pense qu'il y a un truc que j'ai pas vu, mais Et en plus de ça, il faut avoir des certificats qui vont bien, ouais. avoir une connexion HTTPS qui va bien. Donc je sais pas si en l'ayant fait une fois, j'y suis arrivé. L'ayant fait une fois, je sais pas combien de temps j'ai mis pour y arriver, combien de certificats j'ai dû faire, combien d'IP fixes j'ai dû figer, et combien d'IP sources j'ai dû renseigner pour le faire depuis une maison. Voilà. Mais, Parce que là, moi, je le fais sur mon Raspberry, qui lui n'est pas visible d'internet. bah, c'est ça le truc. Donc c'est ça qui est C'est embêtant. ça qui est le plus Certes, embêtant. lui, il a accès, donc le robot Telegram, il n'y a pas de problème, il se connecte à internet, Ouais. et je peux communiquer avec lui de mon téléphone n'importe où. Mhm. Mais autant le Google API, voilà. Donc au bout d'une semaine, j'ai pas laissé tomber, mais j'ai eu une autre idée. Je me suis dit, mais pourquoi se casser la tête et ne pas stocker un CSV
Ouais. sur le Raspberry. Ça Ouais. prend pas tant de place que ça. Mhm. Et puis, ce sera sûrement plus rapide. Oui. Donc, du coup, j'ai commencé à faire ça. Et ça marche plutôt bien. C'est pas fini encore. Et l'étape d'après, j'ai commencé un peu à me renseigner et faire quelques tests. C'est justement faire les graphes. Ouais. Parce que j'aime bien faire des graphes et avoir des visuels. Mhm. Et donc le but, ce serait que quand je rentre une valeur de kilométrage sur ma conversation Telegram, qu'ils me disent très bien, voilà. Et voilà le graphe du mois, par exemple. Ouais. Qui me répondent en message, c'est bien noté, voilà le graphe du mois. Ou pouvoir demander via d'autres commandes, dire montre-moi le graphe de l'année. Ouais. Et que soit ça le régénère, ou soit ça se base, etc. Donc j'ai commencé à réfléchir un peu une gestion de fichiers CSV, soit par année, etc. Donc ça, bon, c'est pas compliqué à mettre en place, j'ai pas fini, mais voilà, c'est pas compliqué. La gestion de fichiers en Python, c'est assez facile. Écriture, lecture, écriture, bon, voilà. Ouais, C'est un peu les bases de programmation. Mhm. Et après, tu passes tout dans une moulinette, comme on dit chez nous. Ouais. Et après, ça te sort des graphes en quasi temps réel, si jamais t'en as envie. Quoi. Ouais. Et donc j'ai trouvé une lib Python qui s'appelle Potly. Ouais, Potly. Ouais. Qui a l'air vraiment pas mal, open source, que j'ai installé. Mais sauf que c'est plus du visuel en temps réel, un peu à la Kibana, où tu peux modifier les graphes, prendre une sélection de dates plus courte ou filtrer sur des trucs. Et t'as une option export l'image. Alors, les derniers graphes que j'ai faits étaient faits en R, quand je les ai faits en ligne de commande. Je sais pas si... alors, le R est un langage très très orienté mathématique, donc doué pour faire des graphes. Un langage de programmation, bien sûr. Et par contre, il faut s'y connaître un peu en mathématiques pour pouvoir manipuler R. Mais il discute très bien avec Monsieur Python, le langage que tu as choisi. Donc ça peut être intéressant d'essayer de mixer ça avec cette solution-là. Et je pensais à un autre truc. Est-ce que tu envisages, pour aller encore plus loin, de mémoriser le tracé kilométrique à partir de ton GPS de ton téléphone? Non. Est-ce que tu pensais détecter ton entrée dans la voiture avec le Bluetooth de ta voiture? C'est possible, mais c'était pas dans mes optiques. Moi, c'est un truc que je rêve dans les applications. Ouais, non, juste, c'est peut-être possible aussi de peut-être en achetant un périphérique de ta voiture, de connecter en Bluetooth et de récupérer la valeur directement. Ouais, ça serait encore top. Hein. Tu rentres dans ta voiture, ça met à jour. C'est ça. Tu feras les stats de tous les jours presque. C'est un truc dont je rêve, c'est vraiment dans mes projets perso, c'est réussir sans service tiers du cloud, c'est-à-dire cantonné à mon espace perso avec ma cryptographie et mes données à moi, de pouvoir automatiser des relevés comme ça. Moi, ça serait plus sur ce qui sort et ce qui rentre de mon compte en banque. Ouais, c'est un de mes autres projets de bot Telegram. C'est ça. Et l'avoir pour moi et de manière automatisée sans que j'ai quasiment rien à demander. Telegram a en plus dans ses différents bots, Botphaser, donc le gestionnaire de bots de Telegram, la possibilité de rendre des conversations très assistées. C'est ça le mot en français, très assisté, c'est-à-dire qu'on pose une question à un bot, il va nous répondre à une question à choix multiples, et on va avancer jusqu'à avoir ce qu'on veut juste avec du clic, et puis Telegram sait très bien faire ça, c'est-à-dire à faire un assistant comme ça. Et j'aimerais beaucoup arriver à faire ce genre de bot aussi, parce que les bots Telegram... Avec le clavier qui change, c'est ça. Ouais. Ça j'ai réussi un peu à faire, j'ai bidouillé un peu. Ouais. Et franchement, c'est pas compliqué. Ouais, j'ai pas encore fait mon premier bot Telegram. Mais donc,
Mais ouais, c'est vachement intéressant et un peu comme le bac à sable, tu découvres les trucs et tu te C'est dis ça. ah je vais faire ça, je vais C'est faire ça. ça, je vais faire ça. Ça. Moi, mon bot Telegram pour l'instant, il me dit, il fait du monitoring, mais il fait que des conversations. Il m'envoie des messages quand, notamment pour me dire s'il y a quelqu'un qui vient rentrer chez moi sans autorisation. Pour l'instant, c'est tout ce que ça fait. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà, oui. Oui, c'est déjà pas mal. C'est déjà plus utile que juste savoir combien de kilomètres t'as fait avec ta voiture. Oui. Bon, après, c'est juste que... Après, ça peut faire flipper aussi. c'est ça. T'es en Ma mère vacances, m'a toujours dit- tranquille. Ma mère m'a toujours dit, s'il y a quelqu'un chez toi, tu fais quoi? Bah... Ça a été déjà arrivé avec mon père qui avait une alarme. Ils étaient pas chez eux ouais, et l'alarme s'est déclenchée. on peut pas faire grand-chose. Hein. Bah, il a appelé un pote, il était allé Ouais. voir, mais c'était sûrement un chat ou un truc. Mm. Donc voilà, c'est un peu mes petits projets du moment. Eh bah, ça va être un super suivi, ça. Un petit suivi Ouais, de projet. Et je pense que moi aussi, j'en ramènerai d'autres. Des sujets comme ça, parce que j'en ai... Bon, le plus gros projet que j'ai en ce moment, c'est cette petite domotique où je veux que ma maison soit réellement intelligente et sûre. C'est-à-dire C'est pas de la partie la verrou plus et- compliquée. Ouais. je pense. Pas de verrou intelligent. C'est impossible pour moi, c'est inconcevable Moi de non se plus, dire je mettrai jamais de serrure connectée. que une personne avec le mauvais périphérique rentre chez moi juste parce qu'il est à côté de chez moi. Non. Donc, Quand voilà. déjà que je vois que je peux éteindre la télé de mon voisin avec ma télécommande, c'est un peu... Ouais. Bon, c'est théorique, hein, je sais pas si c'est vraiment ça, mais... J'ai une télécommande de Livebox d'ailleurs. J'appuie sur le volume plus, et ben ma chaîne IFI s'allume. C'est très rigolo. Comme quoi, deux boutons, deux télécommandes font pas du tout la même chose avec la même fréquence. J'ai aussi ce même problème, mais chez moi. Du coup. Ouais, bah moi c'est chez moi et chez le voisin. Ça, c'est mon plus embêtant. Mais je sais pas si c'est vrai, mais c'est parce qu'avec les Bluetooth, j'ai remarqué qu'il avait la même télé dans la même série, mais pas la même dimension. Ouais. Et donc il doit avoir exactement la même télécommande que moi. Bah, il n'y a pas beaucoup de fréquences infrarouges en fait. Et ouais. Et genre, enfin, en fait, ce qui met la puce à l'oreille, c'est que, par exemple, le soir, j'éteins la télé, et genre 2 secondes après, elle se rallume. Tu l'éteins, elle se rallume. Et des fois, j'ai l'impression de faire un duel, et genre, tac, 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 tac. Et t'en as discuté un jour avec ton voisin, c'est ça? Non, jamais. C'est pour ça que pour l'instant, c'est théorique, mais... Ça serait trop rigolo. Mais j'espère quand même que sur des télés comme ça, il y a une petite variation de fréquence. Mais je sais pas vraiment. ouais. Parce que après, c'est vrai que quand tu rachètes une nouvelle télécommande, tu vas pas chercher à avoir. Tu vas racheter la même télécommande de cette télé-là. Bah oui. Donc, Enfin, voilà. Mais ouais. C'est marrant. Pas tout le temps, mais... Mon prochain module domotique à acheter, je pense que ça sera un module Zigbee infrarouge. Comme ça, je peux contrôler ma télé depuis dans Zigbee. Je savais Il y en même a pas que c'était beaucoup. possible. Il y en a très peu. Mais ça C'est-à-dire sera que peut-être tu pas un Zigbee. simules Des ondes infrarouges. Et donc les télécommandes Ah, tu universelles. simules... Non, en fait, parce que c'est Ça c'est envoie. un émetteur. Ouais, c'est un émetteur. En gros, les télécommandes universelles font ça. Il suffit Ouais, juste d'avoir ouais. une télécommande universelle Zigbee. Et là, c'est le pied. Ok. Mais parce que j'ai encore une chaîne IFI que j'utilise pour la radio. Parce que j'écoute souvent la radio et des CD et de vinyle parfois. La télé s'allume et s'éteint toute seule parce que il existe en HDMI un protocole qui s'appelle le CEC qui dit si tu appuies sur le bouton de la télé, ça va allumer aussi la PlayStation. Ouais. Ou si tu allumes la PlayStation, ça va allumer aussi la télé. Mais j'ai une PlayStation, une Livebox, une PlayStation 3. J'ai pas envie que les trois s'allument en même temps et s'éteignent en même temps. Donc Ouais. quand j'éteins l'un, je veux pas que la télé s'éteigne. En plus, ça met 10 secondes à s'allumer la télé. Donc ça, c'est un projet aussi en cours pour savoir si c'est possible. Yes. Ok. Et surtout avec la radio. Ça sera super avec la radio. C'est-à-dire vraiment tout contrôler. Mon rêve aussi, ce serait de pouvoir rentrer chez moi. Juste rentrer chez moi, que mon Wi-Fi me détecte et que tout s'allume. Genre la musique, mon oui. ordinateur, et que j'ai plus qu'à m'asseoir sur ma chaise. Et que y a ton assiette qui arrive devant. Et... Alors ça, je suis en projet encore avec ça, Boston c'est... Dynamics. ouais.
ou des réglages sur ta femme C'est à ça. faire. Je rigole. Let me give you a cute little lecture. Probably what's your selection? If my phone get a signal, I'ma text you. 5, 4, 3, 2, 1, now action. Flew by in my toy Corvette, still on my back trying to see what's next. Goddamn, won't you leave me alone? Terrible swear when the piece is on. Somehow, for some reason, I think that you're attracted. But me, I'm on the move, and I don't wanna be distracted. I'm kawaii, 6 swag, not into all this anger. With a thing like you so shady, baby, it's danger, danger, danger. I am the light in the dark, you are a powerhouse. Lying on me, for your eyes are like a enemy. How can you keep up when neither of your eyes shut? I can Wait, hold on, back it on up. I don't understand when you talk too much. I'm too shady, I'm too rough, I'm the danger, I'm too tough. Take a look in the mirror, then I think you might see things clearer. You're the baddest I ever met, that's why it feels so good when we do connect. But I do detect, you got big dreams. I'm not mad though, in fact I'm keen to meet you down in Kauai, sipping on rum, something like Hawaii, saying Hawaii. Don't leave me alone, I'm stuck to my body like a cheap cologne. But I'm stuck to your body, guess it feels like home. I know you love it, even though you wanna got some more, come on. Est-ce qu'on. Bah voilà, c'était. Voilà. 1h52. 1h52 de pur bonheur. Alors, ça, c'est du brut. Hein. Après, Ouais. on verra ce que ça donne en termes de compilation des meilleurs moments. Vous aurez que les meilleurs moments, c'est-à-dire 1h52. C'était bien. On a un invité surprise là pour la fin, j'espère qu'il va pas trop nous faire de dégâts. Bonjour Liam. Liam qui est venu sur mes jambes, qui mesure 50 cm de large, De s'il long. n'est pas compressé, avec une infinité de poils et Ça se des voit sur envies ton de t-shirt. caresses, des envies de caresses infinies aussi. Donc, Oui, voilà, c'est j'essaie surtout de parce me- qu'il y a le gâteau sur la table et que. Et donc, ça c'est notre premier guest. Peut-être que sur nos prochains on aura des guests. Peut-être. Peut-être que dans notre prochain on aura d'autres sujets. Oui, ça. Parce que si on prend les mêmes, ça va être un peu Ouais. 1h52. Donc, Voilà. En attendant, moi j'aime beaucoup discuter avec toi Maxime. moi aussi. Comme Comme à souvent. chaque fois, comme souvent, oui, sauf que là, c'est voilà. enregistré. Là c'est enregistré et les gens pourraient nous écouter et ça c'est cool. Oui. Et peut-être que vous vous êtes amusés. Nous en tout cas, oui. Exact. Et comment conclure? On n'a pas encore la gimmick. Ouais, on n'a pas encore le bonheur de la conclusion parfaite. Mais en tout cas, on va sans doute refaire un autre numéro parce que en fait, on a dû trier sur nos sujets et on a encore plein de choses à raconter parce qu'on adore raconter notre vie Ouais, exactement. et surtout s'étaler pendant des heures sur des sujets. Et d'ici là, j'espère que vous serez aussi avec nous. Et Ouais, en espérant que vous écoutiez la suite et que. Ouais. Et voilà, et puis on se dit au revoir et à la prochaine. Ciao.